Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format où je vais m'intéresser à quelques commentaires laissés sous mes vidéos. Oui, je sais qu'est-ce que ce format est original, mais ça fait un moment que j'ai envie de revenir sur certaines questions ou certaines remarques que vous m'avez fait en commentaire. Et donc sachez-le, si vous avez vraiment quelque chose à dire sur une de mes vidéos, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Pour aujourd'hui, je vais parler des 5 épisodes de Paléogie, des 4 premières vidéos du Paléoscope et des 2 revues Paléo. Pour le premier épisode de Paléogie sur Jurassic Park, il y a eu un commentaire d'Alexis Rastier, un collègue du Paléotube, qui m'a fait une remarque sur la partie où j'aborde la question de savoir si les dinosaures étaient des animaux à sang froid ou à sang chaud. Dans la vidéo, j'explique que les animaux à sang froid ont une température corporelle variant avec celle de leur milieu, alors que les animaux à sang chaud ont une température corporelle stable. Mais comme tu le rappelles Alexis, et il y a aussi PaléoWorld qui en a parlé dans les commentaires de ma dernière vidéo, la réalité est plus compliquée. Et même si ce n'était pas le sujet principal de ces vidéos, je trouve qu'il est intéressant d'en parler un peu. D'ailleurs, un commentaire de Né de la Paix me demandait si je ne pouvais pas en faire une vidéo. Donc voilà, ça va être l'occasion. Alors il faut savoir que les scientifiques classent le métabolisme des animaux selon 2 critères. Tout d'abord, la capacité des organismes à produire de la chaleur. On distingue les ectothermes qui ne produisent pas de chaleur et les endothermes qui en produisent. Et puis, il y a l'aptitude à maintenir une température corporelle stable. D'un côté, il y a les organismes homéothermes qui ont une température interne stable, indépendamment du milieu externe. Et de l'autre côté, on a les organismes dits poikilothermes qui, eux, ont une température interne qui va varier avec celle du milieu. Et avec ces 2 critères, on peut différencier plusieurs types d'organismes. Tout d'abord, on a les endothermes homéothermes, qui comprend la majorité des mammifères et des oiseaux. Et ce sont ces organismes-là qui sont qualifiés de à sang chaud. Mais il existe aussi des cas particuliers d'endothermes poikilothermes, notamment chez les animaux qui hibernent, comme les chauves-souris. Elles sont capables, pendant ces périodes, de stopper leur régulation thermique. Ensuite, on a les animaux ectothermes poikilothermes, comme les amphibiens ou les reptiles. Ce sont, entre guillemets, les animaux à sang froid. Par contre, il existe bien des organismes ectothermes homéothermes, comme de nombreux poissons qui vivent dans des milieux où la température change très peu. Il y a aussi le cas des très gros organismes ectothermes, comme les requins ou les tortues de mer. Sans trop entrer dans les détails, il y a un phénomène chez les ectothermes volumineux qui fait qu'ils sont capables de maintenir une température corporelle constante. Ce phénomène est en lien avec une règle très connue en zoologie, la règle de Bergman. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens dans la description. En ce qui concerne le 2e épisode de Paléogie, j'ai pas trouvé de commentaires sur lesquels revenir. Non, ce n'est pas vrai, c'est impossible. Si, et ni pour le 3e. Non. Par contre, il y a un commentaire intéressant pour le 4e épisode de Paléogie où je parle des adaptations emblématiques chez les vertébrés. Dans la dernière partie, j'aborde l'adaptation à la vie aquatique et j'explique que l'on peut distinguer 2 cas. Les animaux munis de 4 pattes natatoires de taille similaire et ceux avec les pattes natatoires antérieures plus développées. J'ai dit en remarque que la présence de 4 pattes natatoires pouvait être utile pour pouvoir retourner sur la terre ferme, pour la ponte des œufs par exemple. Mais comme le dit le commentaire de Paléopanthéraz, cette remarque est valable uniquement pour les tortues, pas pour les plésiosaures et pour les pliosaures. Vous avez peut-être vu des illustrations montrant ces animaux se reposant sur les plages. Cependant, en réalité, leur corps massif et le manque de connexion ferme avec leurs membres ne leur permettaient pas de pouvoir retourner sur la terre ferme. Et cela avait conduit les paléontologues à supposer qu'ils ne pondaient pas des œufs, mais qu'ils étaient vivipares comme les ichthyosaures. Et cette hypothèse a été confirmée avec la découverte de fossiles montrant des spécimens de plésiosaures et de pliosaures avec leur fœtus préservé. Et puisqu'on parle des plésiosaures, dans la seconde revue Paléo où je parle de la découverte du plus vieux spécimen de plésiosaures connu à ce jour, il y a une question de Mal et Bastien qui me demande si c'était les plésiosaures ou les pliosaures qui étaient venus en premier. Il faut savoir que dans cette vidéo, j'emploie le terme plésiosaure dans le sens plésiosaurien, comme écrit dans l'intitulé de l'article. C'est un ordre qui comprend à la fois les formes à long cou et les formes au cou plus raccourci. Par abus de langage, on peut dire plésiosaure pour la superfamille des plésiosauroidea, et pour l'ordre des plésiosauriens. Et le spécimen décrit dans l'article appartient à l'autre superfamille, les Piosauroidea, ce qui veut dire que pour le moment, ce sont eux, chronologiquement, les premiers connus dans le registre fossile. Passons maintenant au 5e épisode de Paléogie sur la dérive des continents, avec un long commentaire de Manu Best of Plus, qui me dit plusieurs choses. Au sujet de la formation des Alpes, tu me demandes si les Alpes ont vraiment un rapport avec le rapprochement entre l'Afrique et l'Europe. Et bah oui, tu trouveras de nombreuses pages qui te confirmeront que l'orogénèse alpine est bien liée à la convergence entre la plaque africaine et la plaque européenne. Après, je pense que tu vas voulu dire que ce n'est pas la collision entre l'Europe et l'Afrique qui a formé la chaîne des Alpes. Et là oui, c'est vrai, c'est en réalité la plaque adriatique, appelée aussi la plaque apulienne, qui est entrée en collision avec la plaque européenne, formant les Alpes. D'un point de vue géologique, la plaque apulienne est un ancien fragment de la plaque africaine. Elle est prise en sandwich entre cette dernière et la plaque européenne. Et c'est la remontée de la plaque africaine qui a entraîné la collision continentale et formé la chaîne des Alpes. Et d'ailleurs, tu me demandes si le mouvement relatif de l'Afrique avec l'Europe ne serait pas nul. Eh bien, il me semble que non, car la vitesse du mouvement général de convergence entre l'Afrique et l'Europe est estimée de 0,4 à 1
cm par an en Méditerranée occidentale et de 3 à 4 cm par an en Méditerranée orientale. Oh nom de Zeus! Après, tu as relevé quelques erreurs dans la partie où je parle du fonctionnement de la tectonique des plaques, et notamment sur ce fameux schéma que j'ai réalisé pour expliquer la structure de la Terre. Et là oui, je reconnais, mon schéma était un peu simpliste. Déjà, je me suis mal exprimé, la lithosphère comprend la croûte terrestre et le manteau lithosphérique. Et en ce qui concerne la sténosphère, sur mon schéma, je l'ai représenté comme la partie du manteau située sous la lithosphère et allant jusqu'au noyau. Mais ce n'est pas ça en réalité. Comme le montre ce schéma, on a en réalité le manteau inférieur, compris entre 700 km et 2885 km de profondeur. Au-dessus, on a le manteau supérieur qui comprend le manteau lithosphérique et la sténosphère, qui correspond donc à une couche comprise entre 70-150 km de profondeur et allant jusqu'à 700 km de profondeur. Comme dit dans la vidéo, la sténosphère est bien la partie la plus visqueuse du manteau sur laquelle les plaques lithosphériques se déplacent. Par contre, comme je l'ai dit, les mouvements de convection dans le manteau sont beaucoup plus compliqués que ceux dans une casserole d'eau, car le manteau a une composition très hétérogène. Et ce n'était pas le sujet de l'épisode en question, je voulais juste rapidement présenter la tectonique des plaques. En tout cas, je te remercie Manu Best of Plus pour ton commentaire, tu es resté amical, ne t'inquiète pas, je l'ai bien compris, et ça m'a fait plaisir de chercher un peu pour pouvoir te répondre. Passons maintenant au paléoscope avec le premier épisode consacré à la question « Est-il possible de pouvoir recréer des animaux disparus ?» En comparant la méthode utilisée dans Jurassic Park, qui consiste à combler les blancs dans les séquences d'ADN avec de l'ADN de grenouille, je vous ai dit qu'il n'était pas possible de transférer des gènes entre espèces. Mais en fait si, comme le rappelle le commentaire d'Alexandre Dacuna, le transfert de gènes entre espèces est possible, ça s'appelle la transgénèse. Cette méthode permet aux scientifiques d'étudier la fonction de certains gènes, et aussi c'est ce qui est utilisé généralement pour créer les organismes génétiquement modifiés. Tu parles également de l'exemple de la protéine GFP qui a valu à ses découvreurs le prix Nobel de chimie en 2008. La protéine GFP est responsable de la phosphorescence d'une espèce de méduse. Cette protéine est utilisée comme marqueur par les scientifiques en faisant en sorte qu'elle soit exprimée dans les cellules cibles d'un organisme, comme par exemple un ver. Mais vous avez peut-être plus entendu parler des fameux chats fluorescents, chez lesquels on a donc réussi à faire exprimer un gène responsable de la fluorescence d'une méduse. Après, je sais plus si c'est la même protéine que le marqueur GFP. En tout cas voilà, sachez que le transfert de gènes entre espèces est bien possible. Mais ça nécessite des protocoles assez poussés, et si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens dans la description. En ce qui concerne maintenant le deuxième épisode du paléoscope consacré à la question de la 6e extinction de masse, il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'elles cherchaient à en savoir plus sur cette histoire de 6e extinction. Pareil pour le premier épisode de la revue Paléo où je parle d'un article abordant cette thématique. Et même si vous pouvez trouver des réponses dans les vidéos, si le sujet vous intéresse vraiment, je vous conseille à nouveau de regarder les sources que j'ai mis dans la description de ces vidéos, notamment le site Controversience qui est très bien fait et à la portée de tous. Pour l'épisode 3 du paléoscope consacré aux climato-sceptiques, bah pareil, j'ai pas trouvé de commentaire sur lequel m'attarder. Mais pour l'épisode 4 sur l'opposition entre Linné et Darwin, j'ai relevé le commentaire intéressant de The Deftar 815 qui parle de scientifiques de l'Antiquité et du Moyen-Âge qui ont commencé à parler de classification du vivant avec la notion d'évolution des espèces. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais comme tu le dis, il faut bien avoir à l'esprit que le concept d'évolution des êtres vivants est né bien avant le 18e et le 19e siècle. Et tu parles aussi d'une chose que je ne savais pas, comme quoi on en apprend tous les jours. Erasmus Darwin, le grand-père de Charles Darwin, était un évolutionniste. C'était un homme curieux qui s'est intéressé aux fossiles de coquillages ou au développement des bactéries, et il en est arrivé à remettre en question le créationnisme, doctrine dominante à son époque. Mais il n'a pas réussi à partir de ses observations à émettre une théorie sur l'évolution, comme le fera son petit-fils plus tard. Comme tu le dis, c'est intéressant d'imaginer l'influence familiale qu'a pu subir Charles Darwin. Et si vous voulez en savoir plus, comme d'habitude, je vous ai mis des liens dans la description. Et c'est là-dessus que je vais conclure cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format dans les commentaires. Est-ce que ça vous intéresse que j'en fasse d'autres régulièrement? Ou au contraire, est-ce que vous en avez plus ou moins rien à péter? Moi en tout cas, ça m'a bien plu de revenir sur certains de vos commentaires. Il me reste plus qu'à vous dire qu'on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à plus. As candy.